Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la rédaction dont voici les principaux faits. Développement économique, donc libérer les potentiels des secteurs de l'énergie et des transports, tel a été donc le thème de la réunion qui s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski et lancement de la semaine nationale de l'action sociale. Et l'Arabie Saoudite verse donc 2 milliards de dollars pour venir en aide à la population yéménite. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Un atelier sur le développement économique ayant pour thème libérer les potentiels des secteurs de l'énergie et des transports s'est ouvert ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Donc Ali, quels ont été les objectifs de cet atelier ? Eh bien Ahmad, cet atelier, vous l'avez dit, est conjointement organisé par 3 ministères, en l'occurrence ceux de l'économie et des finances, le ministère de l'énergie et enfin le ministère de l'équipement et des transports. Il a bénéficié également du soutien de la Banque mondiale. L'atelier donc vise à inciter l'investissement privé, à s'intéresser également à des secteurs clés de l'économie djiboutienne. L'État ne devant plus être le seul acteur, devant promouvoir ces secteurs porteurs. L'énergie et les transports ont un grand besoin d'investissement qui apportera d'énormes avantages sur le court et moyen terme. Ce sont 2 secteurs qui ont besoin d'une transformation structurelle et vont tirer vers le haut la croissance économique du pays. Eh bien, faut-il garder en mémoire que les transports concernent à la fois les routes, le chemin de fer, ainsi que les liaisons maritimes et aériennes. Quant au secteur de l'énergie, Ahmad, il a également besoin d'investissement et de diversification, d'autant que le coût de kilowattheure reste pour le moment élevé dans le pays. Les énergies vertes ou renouvelables peuvent donc être aisément développées, surtout les solaires dans un premier temps. Les expériences acquises dans ce domaine au Maroc ou en Espagne ont été concluantes. Bien, il faudrait donc évidemment le dire, ces énergies Ahmad renouvelables favorisent également la protection de l'environnement et la biosphère. Merci Ali. Et le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a dans son allocution posé donc les premiers jalons de débat. Il a souligné que la croissance économique de Djibouti aujourd'hui se situait à 7,5%. Il était donc une priorité capitale, a-t-il indiqué aujourd'hui, que ces orientations puissent dynamiser l'économie du pays. Je vous propose de le suivre. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour partager et réfléchir ensemble sur 2 thématiques qui nous paraissent essentielles pour la transformation de Djibouti. Ces 2 thématiques donc sont l'énergie et les transports. Ils nous interpellent tout autant que nous. Vous savez que le PIB de Djibouti est principalement tiré par un secteur, c'est-à-dire le secteur des services, qui représente au jour d'aujourd'hui autour de 80%. Dans ces 80%, nous avons un secteur de transport, port, qui est prépondérant par rapport au reste, c'est-à-dire autour de 30%. Mais on sait également que la croissance qui est connue au jour d'aujourd'hui, qui est de l'ordre de 7,5%, en tout cas nous l'estimons pour cette année à 7,5%, a été régulière sur les 10 dernières années. Il a été question d'une croissance qui n'a pas toujours été inclusive, tant sur le plan spatial. La croissance n'a pas toujours été inclusive parce que notre économie n'a pas suffisamment été diversifiée. Et cette diversification, entre autres, est bloquée par la disponibilité d'infrastructures. De quelle infrastructure? En premier, on va parler de l'énergie encore, mais on va parler également des transports. Je ne fais pas abstraction de télécommunications ni de secteur de nouvelles technologies, qui va également être un chaînon essentiel de la transformation de Djibouti.
Et pour sa part, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a donc dans un mot prononcé à cette occasion indiqué aussi que le gouvernement a dans sa stratégie d'orientation souligné que Djibouti s'engageait dans le développement des énergies renouvelables, une volonté du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. Conformément à la feuille de route fixée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, Djibouti amorce une dynamique d'énergie verte pour le lancement d'un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables. Cette vision du gouvernement djiboutien s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire, l'éolien et surtout la géothermie. C'est vrai, Djibouti s'est fixé l'objectif de passer 100% thermique à 100% énergie renouvelable à l'horizon 2025-2027 grâce à la combinaison des initiatives des énergies durables. Dans ce contexte, Djibouti compte se positionner comme un acteur majeur de la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables qui seront des moteurs d'un développement économique durable à même impulser un nouveau modèle de croissance. En effet, de nombreux promoteurs, développeurs, investisseurs privés ont manifesté leur intérêt pour installer une production privée basée sur les énergies renouvelables. Plusieurs d'entre eux sont en phase de concrétisation de leurs projets, avec notamment l'installation d'un parc solaire photovoltaïque de 50 MW au Grand Bara, à Alisebié, et aussi une installation solaire d'ombrage agricole de 20 MW avec Adam Erjouk. Et pour sa part, donc, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, donc, a soulevé les points saillants qui s'assimilent et orientent la stratégie Djibouti 2035. J'aimerais cerner si après les différentes orientations qui doivent guider nos travaux tout au long de cet atelier et de ce processus de l'étude stratégique en question, surtout lesquelles des orientations qui sont de la vision 2035 qui demeure le socle de la politique de développement initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Ismaël Omar Guelleh, dont les différents points sont aujourd'hui que nous devions considérer. Surtout parvenir à la construction d'une chaîne de transport au niveau national, tout en créant des emplois pour les jeunes djiboutiens qui sont au chômage. La promotion d'unités industrielles PME, PMI, capables de stimuler les prestations de services au niveau de tous les transports confondus, secteur maritime, ferroviaire, transport urbain et interurbain. Permettre aux jeunes djiboutiens, bien sûr, diplômés d'acquérir le rudiment du métier de la chaîne de transport à Djibouti, par le financement d'un centre de métiers et de transport pour former les spécialistes, avec le concours bien sûr de la Banque mondiale. La Banque mondiale pourrait appuyer la démarche aussi d'une nouvelle synergie sous forme de partenariat public-privé en finançant la réforme institutionnelle avec les banques locales de la place en matière d'investissement dans le domaine porteur de l'économie nationale. L'autre point sur lequel nous devrions aussi, enfin, nous demandons le concours de la Banque mondiale, ce serait la collaboration dans les domaines clés qui augurent les conditions tangibles pour une réussite au niveau de notre futur plan de développement stratégique du secteur du transport. Le Haut Conseil islamique a tenu ce matin une cérémonie de remise des diplômes à la promotion de 3e et 4e année donc des jeunes étudiants de l'Institut Imam Al-Shafiri pour l'encadrement donc des mémorisateurs. Cette cérémonie donc s'est déroulée sous les auspices du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, en présence également de son secrétaire général, des directeurs des différents départements du ministère ainsi que le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique et du directeur de
mosquée Gachamalé. Ont assisté aussi à cet événement des représentants des écoles privées arabes et des centres de mémorisation du Saint-Coran à Djibouti. L'Institut Imam Al-Shafiri pour l'encadrement des mémorisateurs a été créé en octobre 2010 en coopération avec l'Organisation internationale pour la mémorisation du Saint-Coran. En Arabie Saoudite, donc, pour objet d'enseigner et publier le Coran et la formation des enseignants des centres de mémorisation du Saint-Coran. Au cours de la cérémonie, les participants ont suivi donc des exemples de récitation de conservation présentés par des étudiants diplômés qui ont reçu des certificats de hauts fonctionnaires. Le secrétaire exécutif donc du Haut Conseil islamique, Cheikh Oki Qawrah, et le directeur des affaires musulmanes ont prononcé donc un discours dans lequel ils ont félicité donc les étudiants des 3e et 4e promotions qui ont achevé leur formation avec succès. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumin Hassan Barri, qui a parrainé cette cérémonie, donc a félicité les étudiants de 3e et 4e promotion en leur souhaitant plein succès dans leur vie professionnelle. Moumin Hassan Barri a souligné également l'importance des efforts déployés par le président de la République afin de diffuser, de promouvoir le Saint-Coran. À cet égard, le ministre des Affaires musulmanes a rappelé du concours donc régional de mémorisation du Saint-Coran initié en 1999 par le chef de l'État et qui a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour des nobles valeurs prêchées par le Saint-Livre. Enfin, il a souligné que le chef de l'État a orienté l'imprimerie nationale donc, pour l'impression du Saint-Coran, soulignant l'attachement du chef de l'État à la promotion des ulama et des prédicateurs à Djibouti. En nouvelle nationale toujours, une cérémonie de lancement de la semaine sociale a été organisée hier après-midi au sein de l'UNFD, présidée par la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane. La cérémonie donc a été entamée par l'inauguration officielle d'un guichet social au sein de l'UNFD par la secrétaire d'État et les parlementaires en présence de la secrétaire générale de l'UNFD. L'objectif de ce guichet est de donner la liberté d'entreprendre aux femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie et ce, dans l'optique de lutter contre la pauvreté, que le secrétariat donc a eu cette idée dans laquelle les femmes seront autonomes et pourront se prendre en main. La cérémonie a rassemblé donc plusieurs femmes issues de différents comités et associations du pays. Après la lecture du Saint-Coran, place aux différents discours des officiels pour présenter la semaine nationale sociale et ses objectifs visés. Et la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a souligné dans son allocution que l'émancipation des femmes dans tous les domaines socioculturels est un atout majeur et ceci va dans la droite ligne de la politique gouvernementale. On l'écoute. Que le secrétariat d'État a lancé depuis le 14 la semaine nationale ce matin la protection sociale inclusive cette année. Quand on parle de protection sociale, il est important de pouvoir préparer toutes les interventions sociales qui doivent être mises à la disposition de la population, quelle que soit la catégorie. Le ministère s'est doté depuis janvier 2017 la capacité de pouvoir mettre en place des guichets sociaux, c'est-à-dire des endroits où la population doit venir présenter les difficultés sociales qui se passent. Au niveau de ces guichets sociaux, nous disposons de personnel, de ressources humaines qualifiées, qui sont notifiés comme des travailleurs sociaux et qui ont la charge d'écouter, d'accompagner, d'orienter cette population. À côté de ces guichets sociaux, se sont mis en place le registre social et le registre social est l'instrument qui nous permet d'identifier une population, de la définir, quel est son degré de pauvreté et ensuite de l'orienter vers un programme. Ce large, vaste programme de mise en place de l'identification de la pauvreté à Djibouti, la mise en place du guichet social aujourd'hui au niveau de l'Union nationale des femmes djiboutiennes a été une chose très importante, discutée auparavant avec les femmes, discutée également avec les associations, quelle que soit leur provenance, et il a été utile et nécessaire que l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est le centre névralgique de la femme djiboutienne à Djibouti, puisse disposer également d'une structure pareille pour que la femme puisse trouver aussi son espace, comme il existe la cellule d'écoute et d'orientation, qu'elle puisse aussi disposer de son espace pour pouvoir bénéficier des programmes sociaux existants à Djibouti et ne pas être également à côté de l'avancement et du renforcement de ce volet-là.
Solidarité, toujours dans le cadre donc de la Semaine nationale de l'action sociale, le secrétariat d'État aux affaires sociales a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de validation du rapport de dénombrement des personnes à besoins spécifiques vivant en République de Djibouti. Cet atelier s'est déroulé en présence donc dans le secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, du président de la commission des droits de l'homme ainsi que du président du réseau des personnes à besoins spécifiques. Outre les officiels, cet atelier a également vu la participation des représentants des agences du système des Nations Unies et les représentants des collectivités locales. Par ailleurs, le secrétariat d'État aux affaires sociales avait auparavant lancé une vaste opération d'enquête de dénombrement des personnes à besoins spécifiques en étroite collaboration avec le ministère délégué à la décentralisation. Ces études donc vont permettre de combler le gap en termes de données statistiques fiables sur les personnes handicapés vivant sur l'ensemble du territoire national, dont l'objectif donc est également de donner une image précise et objective de la situation de ces personnes et de leurs difficultés en termes d'accessibilité et d'intégration aux services sociaux de base. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Cette enquête était nécessaire et indispensable. De ce point de vue, elle comble un vide insupportable et je dirais même scandaleux en ce qui concerne l'absence d'une base de données nationale de personnes à besoins spéciaux. Madame et Messieurs, l'atelier d'aujourd'hui signe le renouveau d'un travail. Ce travail, je voudrais mettre l'accent là-dessus, a été réalisé dans un esprit de partenariat entre les deux départements, dans un esprit d'équipe, entre les techniciens des deux départements, avec la participation effective des conseils régionaux, communaux, la mairie, également des populations locales. Malgré les difficultés rencontrées sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder ici, cette enquête démontre l'efficacité des méthodes participatives pour laquelle nous avons opté dès le début avec ma collègue. Je voudrais vous féliciter ici et rappeler les avantages qu'il y a en termes d'efficacité à s'appuyer sur les entités décentralisées pour mener à bien la politique gouvernementale. Mesdames et Messieurs, la prise en charge des personnes à besoins spéciaux est une question de solidarité nationale. Et il faut rendre hommage à Madame la secrétaire d'État chargée des affaires sociales pour avoir attiré l'attention sur cette question en cette semaine de solidarité nationale. Et de son côté, la secrétaire d'État aux affaires sociales a indiqué qu'une enquête est nécessaire et indispensable pour recenser les personnes à besoins spécifiques pour une protection sociale et inclusive. Le gouvernement de Djibouti a toujours été sensible au sujet des droits des personnes à besoins spéciaux. Pour preuve, notre pays a ratifié les traités et les conventions internationales, notamment la Convention relative des droits des personnes handicapées. Nous pouvons dire que l'année 2017 était l'année de l'handicap, car le gouvernement a réalisé des activités concrètes, tangibles, tant au niveau institutionnel, politique, organisationnel et programmatique. Si nous en citons quelques-unes, en janvier 2017, nous avons mis en place et institué le réseau national des personnes handicapées avec l'expertise et l'accompagnement de plusieurs techniciens qui sont autour de cette table. Au mois de mai 2017, un atelier de réflexion sur les défis dont les personnes à besoins spéciaux sont confrontées a été réalisé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre. En octobre 2017, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à la promotion et à la protection des personnes à besoins spéciaux. En novembre 2017, une nouvelle stratégie nationale de protection sociale a été validée. Cette stratégie met en place des bases d'un socle national de protection sociale et promeut le développement d'un système de protection inclusive pour les personnes à besoins spéciaux. Et enfin, une circulaire du Premier ministre a été instaurée sur l'accessibilité des services publics pour les personnes à besoins spéciaux. Toutes ces actions reposent sur la vision du président de la République de construire une société juste et égalitaire qui prend en compte les besoins des plus vulnérables.
Et dans le reste de l'actualité, une convention de partenariat a été signée ce matin entre la Poste de Djibouti et la compagnie aérienne Air Djibouti en vue de faciliter l'acheminement des plis et colis postaux. L'accord a été entériné entre le directeur de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, et le directeur de la compagnie aérienne d'Air Djibouti, Abdurrahman Ali. Ces deux directeurs se sont réjouis de la finalisation de cet accord qui associe deux entités du pays. La signature s'est déroulée dans les locaux de la compagnie nationale Air Djibouti. Honneur pour la Poste de Djibouti de travailler avec la compagnie nationale. Donc nous avons signé une convention qui porte sur le transport des colis vers toutes les destinations que desserviront les avions de Air Djibouti. Donc si pour le moment il y a quelques destinations, mais au fur et à mesure, dans le cadre de la montée en puissance de la compagnie nationale, nous comptons en faire le transporteur principal et prioritaire de la Poste de Djibouti, que ce soit dans les courriers départ, aussi bien dans le courrier départ que les courriers arrivés. Également, c'est un réel plaisir aussi pour la compagnie Air Djibouti d'accueillir dans ses locaux la Poste nationale, la Poste de Djibouti. Et comme vous le verrez au fur et à mesure que nous allons continuer l'acheminement de ces colis à l'aéroport, Air Djibouti restera toujours aux côtés de la Poste de Djibouti dans toutes ces démarches. Nous desservirons la Somalie, Addis Abeba et toutes ces régions aujourd'hui de la Somalie comme Garowe, Bosaso qui sont vraiment cloisonnées. Nous serons toujours à leur côté, à tous les efforts qu'ils sont en train d'entreprendre. Et par la suite, donc, tous les plis et colis postaux à destination de la capitale somalienne Mogadiscio seront acheminés via la compagnie Air Djibouti. Air Djibouti acheminera également en sens inverse les plis et les colis postaux en partance de la Somalie vers Djibouti. La compagnie nationale donc acheminera les courriers et les plis postaux en toute sécurité et en un laps de temps très court. La Poste de la Somalie a repris ses services donc en 2017 après une interruption qui a duré un quart de siècle depuis 1991. Les échanges postaux sont très importants et vitaux pour les deux pays, ce qui rapprochera également les populations et confondre leurs intérêts. Les premiers colis en partance pour Mogadiscio viennent de partir avec l'avion de la compagnie nationale Air Djibouti. C'est d'abord une première. Le partenariat que nous avons noué il y a 1 année et demie afin de créer le hub postal dont on rêvait tant est donc arrivé. Cela fait un peu plus de 10 jours que nous avons reçu des colis venant de l'étranger, principalement des Pays-Bas, du Liban. Donc aujourd'hui nous les acheminons vers la Somalie, principalement Mogadiscio, où la Poste de Somalie prendra le relais pour aller distribuer ces colis. Donc comme le secrétaire général du ministère des Transports l'a dit, c'est une première. En 1991, le service postal s'est interrompu en Somalie. Il a repris en 2017 et il est devenu effectif en 2018. Donc je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés. C'est un réel plaisir pour nous, aux côtés de la Poste et en présence aussi du secrétaire général du ministère des Transports. Le plus important aujourd'hui pour la région et pour la sous-région aussi, c'est d'acheminer tous les courriers, tout postal qui émanent ou qui viennent de l'extérieur vers le pays de la sous-région qui est vraiment cloisonné. Depuis 2017, je suppose qu'il n'y a pas eu de courriers qui sont partis là-bas. C'est pour ça que je félicite vraiment le démarche entreprise par la Poste et nous serons toujours là à leur côté pour faciliter l'acheminement. Et une cérémonie donc symbolique marquant le départ des premiers colis postaux de Djibouti à destination de Mogadiscio a été donc organisée pour la circonstance. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, le directeur de l'aéroport ainsi que le directeur de la Poste de Djibouti et d'Air Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nour Hassan, s'est félicité de cette initiative. On l'écoute. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand événement. L'événement auquel nous assistons est historique, puisque, donc, selon mes informations,
la Somalie n'a pas reçu de colis depuis 27 ans. Et aujourd'hui, tout l'honneur donc revient donc à la Poste de Djibouti, qui a fait donc les démarches nécessaires pour attirer l'ensemble donc des colis donc venant donc du monde entier, pour que cela donc puisse s'acheminer donc à travers donc l'aéroport international de Djibouti vers donc la Somalie. Et nous assistons également aussi donc à ce partenariat donc historique, donc et également aussi entre la Poste Djibouti et la compagnie donc Air Djibouti. Tout ça pour vous dire que ceci fait partie donc de la vision de son Excellence donc son Excellence M. Ismaël Merguele concernant donc la transformation de Djibouti en hub régional. Et je voudrais dire que c'est tout juste le début. Et la Poste Djibouti donc effectivement donc nous espère acheminer pas seulement donc pour la Somalie mais pour toute la... Actualité régionale et internationale à présent. Alors Ali, Riyad va signer un chèque de 2 milliards de dollars à la Banque centrale du Yémen en faillite, donc pour répondre aux besoins de ce pays en guerre depuis 3 ans, une guerre dans laquelle donc le royaume wahhabite est engagé militairement. Effectivement, donc dans la guerre civile qui ravage le Yémen depuis plus de 3 ans aujourd'hui, Riyad manie à la fois Ahmad la planche à billets et l'arme militaire pour tenter de contrer l'offensive des miliciens outils soutenus par l'Iran. L'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui qu'elle allait transférer donc 2 milliards de dollars, soit 1,6 milliard d'euros, à la Banque centrale du Yémen en manque de liquidité après des appels pressants du président et du premier ministre de ce pays. Ce transfert portera donc à 3 milliards de dollars le montant total des sommes transférées par le royaume d'Arabie Saoudite à la Banque centrale du Yémen, où la valeur du rial, la monnaie locale, ne cesse de chuter. Et enfin, allez donc le Parlement de Catalogne, dominé par les indépendantistes, a siégé aujourd'hui pour la première fois depuis sa tentative de rupture avec l'Espagne en l'absence d'un acteur principal. Il s'agit de Carles Puigdemont qui prétend être investi à distance depuis Bruxelles. Ahmad, et ce 2 mois après la crise politique sans précédent déclenchée par leur tentative de sécession, les indépendantistes catalans ont réussi à conserver la confiance des électeurs lors des élections régionales du 21 décembre dernier. Ils ont obtenu 47,5% des suffrages et 70 députés sur 135. Aujourd'hui, le nouveau Parlement siégera, vous l'avez dit, et les séparatistes chercheront au cours de cette séance à poser les jalons pour permettre donc l'investiture de Puigdemont prévue en principe à la fin du mois. Un parcours semé d'obstacles, il faut le dire. Leur premier objectif sera de contrôler le Parlement et l'organe qui veille au respect du règlement de la Chambre et à l'ordre du jour. Merci Ali et merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.